Aujourd'hui, on va parler d'un livre de Daniel Siboni qui s'appelle L'Entre-deux. C'est un livre qui me semble vraiment important à connaître parce qu'il dépasse d'une certaine façon la notion de différence. Je m'explique. D'habitude, on raisonne par différence, c'est-à-dire on dit il y a une chose A, il y a une chose B, il y a du bien, il y a le mal, il y a le beau, il y a le pas beau, il y a le voilà. On raisonne par des différences souvent tranchées, hein. On fait des séparations, des liens entre les éléments, ce qui, d'une certaine façon, a une utilité, puisqu'effectivement, si on fait ce type de distinction claire et nette, ça permet de réfléchir, ça permet de penser. Sauf que le problème, c'est qu'on est souvent pris au piège des mots qu'on utilise et on se retrouve bloqué avec ça. Et là, donc, avec ce livre, Entre deux, donc c'est un livre qu'il a écrit il y a longtemps, il y a plusieurs décennies maintenant, c'est un livre qui nous permet de penser l'entre-deux, c'est-à-dire lorsqu'on a des notions contraires, opposées, de pouvoir les voir en quoi ces deux contraires se touchent, en quoi l'un rentre dans l'autre, en fait. Et donc, du coup, l'entre-deux devient quelque chose de dynamique, en fait. Ça devient quelque chose de beaucoup plus riche à réfléchir que des différences tranchées, des différences nettes. Alors, on va essayer de donner quelques exemples pour illustrer ça. Le bien et le mal. Souvent, on considère que le bien et le mal, il y a une ligne très claire entre le bien d'un côté, le mal de l'autre, et voilà, il faut être que dans le bien ou sinon, bah, on passe dans le mal. Voilà. Or, bah, les choses ne sont pas si évidentes. Grâce à l'entre-deux, on peut voir comment dans le bien, il peut y avoir du mal, et dans le mal, il peut y avoir du bien. Par exemple, pensez au film que j'ai commenté récemment, Paulina, où on voit qu'il lui arrive des catastrophes et qu'à partir de ces catastrophes, elle part vers autre chose, elle se crée un nouveau départ. Donc on voit comment à partir d'un mal peut surgir des choses bonnes, des choses bénéfiques, des choses fécondes. Et à l'inverse, lorsqu'on n'est que dans le bien, où les choses vont à merveille, où voilà, tout se passe bien, tout se passe comme on voulait que ça se passe, eh ben, ce qui se passe au bout d'un moment, c'est qu'on finit englué comme une mouche dans le miel, ou comme une grenouille qui serait dans de l'eau tiède, mais sans se rendre compte que cette eau va commencer à bouillir et ben, va finir par la cuire. Voilà, c'est un peu le problème qu'on peut avoir lorsqu'on est dans le bien, on se complaît dans le bien, bah, tout de suite, le mal n'est pas très loin. Voilà, voilà un exemple de deux termes contraires, contradictoires, mais qui finalement sont beaucoup plus proches et plus liés entre eux que ce qu'on croit habituellement. Prenons un autre exemple, fidélité et trahison. Pareil, on croit que bah, il faut être fidèle, ça c'est bien, et la trahison c'est quelque chose de mal. Et pourtant c'est pas si évident que ça. Prenons le cas du racisme. Vous êtes antiraciste, vous voulez lutter contre le racisme. Vous êtes fidèle à cette idée que le racisme c'est mal, hein. Donc vous êtes fidèle à ça. Mais à force d'être trop fidèle à ça, et si vous n'êtes que fidèle à ça, ben, finalement vous basculez vous-même dans une forme de racisme. Vous voyez. Et finalement, ce que vous essayez de rejeter, bah, vous y tombez dedans, à force de trop de fidélité. À l'inverse, si vous êtes effectivement antiraciste, mais que vous acceptez de trahir cette idée-là, eh ben, vous devenez beaucoup plus souple. Et donc, effectivement, vous analysez les choses au cas par cas. Et donc, vous êtes peut-être plus fidèle à votre doctrine que si vous n'étiez que dans une fidélité absolue, en bloc, qui ne se discute pas. Autre exemple, la fidélité à une idéologie ou à une doctrine politique. Prenons un exemple, le communisme. Vous pouvez être fidèle à l'idée du communisme. Bon, pourquoi pas, c'est une doctrine. Sauf que si on est trop fidèle à ça de façon dogmatique, on bascule dans les pires horreurs que l'histoire a connues, notamment le communisme, tel qu'on a connu les goulags et tout cela. Donc à force d'être trop fidèle à une idée, ben, on bascule, on finit par trahir cette idée-là. Vous voyez. Alors que le communisme se voulait partage, humanisme et tout ce qu'on veut. Mais une fidélité absolue à cette idée nous fait basculer dans la trahison de cette idée. Et à l'inverse, si on accepte on porte l'idéal communiste, mais qu'on accepte de le trahir par moment, bah effectivement, ça nous donne une certaine liberté, une certaine souplesse dans notre vie qui fait que
Lorsqu'on commence à voir cette doctrine dévoyée, on refuse de la suivre. Donc on l'a trahi. Mais en en faisant cet acte de trahison, on lui est le plus fidèle. Parce que justement, euh, on respecte l'idée de départ, et pas uniquement son application. Voilà. Encore un exemple où fidélité et trahison, il n'y a pas une ligne de démarcation très nette entre les deux, mais au contraire, ce sont des choses qui non seulement se touchent, mais rentrent l'un dans l'autre et s'interinfluencent, sont interdépendants. Voilà. Encore un exemple, vie et mort. Pareil, là on a deux termes apparemment contraires, et pourtant on peut être un mort-vivant. On peut être quelqu'un qui vit, mais mort dans le sens où on n'a ni projet, ni envie, ni désir de faire quoi que ce soit. Donc en fait, on est une espèce de mort-vivant. Et de l'autre côté, vous pouvez être quelqu'un en fin de vie atteint d'une grave maladie et pourtant vivre les dernières années ou les derniers mois qui vous restent à vivre de façon la plus vivante qui soit. On a plein de récits de ce type où les gens sont en phase terminale et pourtant trouvent la force de faire des projets qu'ils n'ont pas pu faire pendant toute leur vie. Vous voyez. Donc on voit que voilà, on peut être un mort vivant, mais on peut être aussi très vivant lorsque la mort nous entame de façon assez importante. Donc voilà, encore un exemple où ce qui est important, ce n'est pas de penser les termes isolément comme ça, d'un côté le bien, de l'autre côté la mort, mais d'essayer de voir comment l'un rentre dans l'autre, en fait. Voilà. Comment à force de faire que le bien, bah, on bascule dans le mal absolu. Et à force de subir des choses, on va dire, dégueulasses, difficiles, bah, il y a un moment donné où le bien apparaît. Voilà. Et donc, c'est penser la contradiction, penser les opposés grâce à l'opérateur d'entre deux que propose cet auteur, qui me semble vraiment très, très intéressant, très féconde, très importante et surtout heuristique. Penser l'entre-deux, c'est pas uniquement une question philosophique ou un exercice pour se faire plaisir. C'est vraiment quelque chose de fécond et d'important. Ça permet de passer, ça permet d'effectuer un déplacement. C'est ça, un déplacement dans notre vie, je parle. Hein, ça permet de passer d'une étape à une autre. Je vais prendre deux exemples. Je vais prendre l'exemple des jeunes et l'exemple du chômage pour illustrer cette idée-là. Quel est le problème des jeunes, des adolescents? Par exemple, lorsqu'ils doivent à un moment ou à un autre passer à l'âge adulte, qu'est-ce qui fait que certains passent et d'autres non, d'autres s'éternisent dans l'adolescence? Alors là, le concept d'entre-deux nous éclaire sur cette idée, puisqu'effectivement, pour passer, pour faire un passage, il faut reconnaître un point A dans lequel on est pour aller vers un autre point. Point B, C, D, E, peu importe, mais pour aller vers un autre point. Mais si vous ne reconnaissez pas votre point A, vous ne pouvez pas aller à un point B puisque vous êtes nulle part. Vous voyez? Et le problème des adolescents, notamment, lorsqu'ils sont contestataires, lorsqu'ils rejettent certaines choses, alors ça a une certaine valeur, ils se construisent par là, bon, c'est bien. Mais une forme de rejet de ce que l'on est, de notre histoire personnelle, de ce qu'étaient nos parents, le rejet d'une certaine origine, puisque d'ailleurs c'est le sous-titre du livre, l'origine en partage, le rejet d'une certaine origine, d'une certaine identité, de ce qu'on est, de ce qu'on était, fait que on ne peut pas passer. C'est ce qui empêche justement les adolescents de passer à l'âge adulte. C'est ce qui fait que l'adolescence peut se retarder jusqu'à très tard, même au-delà des âges qu'on croirait finis. Parce que pour passer, pour faire un passage, il faut reconnaître le point, l'endroit où l'on est. Voilà. Et souvent, un rejet, souvent inconscient d'ailleurs, hein, c'est pas forcément quelque chose de rationnel ou de conscient, un rejet de ce qu'on est ou de l'histoire qu'on a vécue, nous empêche de passer, puisque ça nous empêche de prendre appui sur un point pour passer à un autre point. Voilà. Et ça, c'est grâce au concept de l'entre-deux qu'on peut comprendre cette idée, parce qu'effectivement, pour qu'un entre-deux s'ouvre, pour qu'un entre-deux existe, il faut qu'il y ait deux termes, parfois contradictoires, d'autres fois opposés seulement, mais il faut qu'il y ait deux termes. Mais si vous n'êtes pas déjà identifié à un terme ou si vous ne reconnaissez pas un des termes, vous ne pouvez pas passer au second terme. Donc vous êtes nulle part d'une certaine façon. Et donc vous êtes bloqué. Donc ça c'est un exemple qu'on peut donner de l'importance de l'entre-deux pour justement penser les passages d'un terme à un autre. Autre exemple, le chômage. Le chômage, typiquement,
On dit que quelqu'un a du mal à trouver une place, il est au chômage, surtout les gens qui sont en chômage de longue durée, on dit souvent qu'ils ont plus de mal à trouver un emploi que ceux qui sont déjà dans un emploi. Alors, il y a des raisons, il y a des raisons, on va dire, objectives, c'est une question d'expérience, de compétences et tout ça. Mais il y a une autre raison, hein. Si on prend l'idée d'entre-deux dont je parle, il y a le fait que celui qui a déjà un emploi, il prend appui déjà sur quelque chose d'existant. Et donc s'ouvre un entre-deux, entre là où il est et l'ailleurs, un autre emploi qu'il ignore pour l'instant, mais voilà, un ailleurs. Alors que quelqu'un qui est dans un chômage de longue durée, il n'a pas de place de départ, on va dire. Et donc, il ne peut pas aller dans un ailleurs, puisqu'il ne peut pas s'appuyer sur le point A. Il faut s'appuyer sur un point A, par exemple, pour aller vers un point B. Et comme il ne peut pas s'appuyer sur un point A, donc il ne peut pas aller sur un point B. Donc voilà, donc là encore, l'entre-deux est important. Alors, là, je caricature un peu parce qu'en en fait, c'est pas qu'il n'a pas de point A, c'est qu'il est pris, il est captif d'une place qu'il ignore, en fait. Tout le travail, c'est de pouvoir débloquer cette place qu'il ignore, cette place fantasmatique dans laquelle il est bloqué, qui fait que qu'il il ne peut pas aller vers l'autre place, celle qui peut-être l'attendrait quelque part, dont il ignore même l'existence, où il ne voit pas le possible, où il ne voit pas qu'il y a une ouverture, voilà. Donc là encore, l'entre-deux nous permet de penser ces choses-là, de penser le passage, c'est-à-dire comprendre là où on est, identifier, reconnaître là où on est, consentir à son histoire, à ce qu'on est, pour justement aller ailleurs. Voilà. Parce qu'en fait, en faisant ce travail-là, on ouvre l'entre-deux. Et donc, en ouvrant l'entre-deux, on est en mesure de penser comment on passe de l'un à l'autre et vice-versa. Voilà, j'ai essayé d'être le plus bref possible pour vous donner juste une idée de ce qu'est l'entre-deux, cette façon de penser le passage d'un terme à un autre, d'un enjeu à un autre. Alors, les exemples que j'ai donnés figurent dans le livre et sont racontés nettement mieux que ce que j'ai fait ici. Vous avez effectivement donc l'entre-deux langues, l'entre-deux amoureux, le couple, l'entre-deux femmes, l'entre-deux donc entre vie et mort, donc l'entre-deux des chômeurs, des adolescents. Il y a aussi un chapitre sur le voyage, comment le voyage justement, on va ailleurs pour retrouver qui on est en fait d'une certaine façon. Tout comme quand on est sur place, on peut aussi vouloir voyager. Donc voilà, il y a un entre-deux qui s'ouvre. Donc voilà, il y a plein de chapitres intéressants qui sont à lire de façon j'allais dire parcimonieuse, en tout cas par bribes. C'est-à-dire, c'est pas un essai à lire d'un coup. Voilà, vous avez 400 pages, même si c'est un poche. C'est pas un livre à lire d'un coup. C'est un livre où il faut aller picorer un chapitre comme ça qui vous parle, entre vie et mort, ou l'entre-deux amoureux. Tiens, ça vous parle. Vous prenez ce chapitre, vous le lisez. Et puis vous essayez de voir qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce qui vous parle pas, vous soulignez. Vous faites un peu le travail dont j'ai déjà parlé sur le lien éducatif, sur le bouquin de Mireille Sifali, la première vidéo d'ailleurs sur Éducadulte. Et voilà, vous notez un peu ce qui vous a parlé, ce qui vous a pas parlé, puis vous y revenez 6 mois après peut-être ou un an, et puis vous allez voir il y a des choses qui apparaissent, il y a des choses qui étaient abstraites, et puis tout d'un coup qui prennent un sens par rapport à l'expérience que vous avez vécue. Donc voilà, donc ça c'est une façon de travailler ce bouquin qui me paraît vraiment intéressante. Voilà, je voulais parler de ce bouquin parce qu'effectivement, le coaching que je fais, l'accompagnement individuel que je fais, soit des gens qui sont en orientation, réorientation professionnelle, soit des managers qui sont déjà en poste, soit des étudiants qui souhaitent entrer sur le marché du travail, la plupart du coaching s'appuie beaucoup sur cette notion d'entre-deux, puisqu'effectivement, il s'agit de penser le passage, l'écart, le déplacement entre un enjeu à un autre, entre un état et un autre. Vous voyez, c'est complètement différent que de penser les états ou les concepts de façon isolée comme ça, comme s'ils n'avaient pas de lien entre eux. Voilà. Donc l'entre-deux, vraiment, c'est le livre de référence qui, en tout cas moi, en tant que professionnel, qui me sert et qui a servi aussi à l'auteur, hein, parce que Daniel Siboni, la plupart de ses œuvres sont irriguées par ce concept. Et on voit toute la fécondité, puisque c'est un auteur qui a produit plus de 30 ou 40 livres,
qui a pensé des sujets très variés comme l'art contemporain, le fantasme des artistes, l'humour, le conflit au Moyen-Orient, bref, tout un ensemble de questions, tout un ensemble d'enjeux qu'il a pu analyser grâce à ce concept d'entre-deux. Donc vraiment, c'est un livre à posséder et à lire tout au long de sa vie, progressivement, par à coup, discuter aussi, pourquoi pas, de ces enjeux et repérer ces enjeux, ces entre-deux, les entre-deux dans lesquels vous êtes pris. Et ça peut être très libérateur et aussi très intéressant.